Deuxième point, cabinets libéraux et centres de santé, exercice libéral et salarié. Je vais vous montrer les différences entre les deux exercices. Parce que bien qu'on affiche partout qu'il y ait une profession, une même déontologie, pour moi, il y a deux modèles qui sont différents. Première chose, c'est quoi une profession libérale? La profession libérale, c'est indépendance, responsabilité, l'intérêt du patient en premier, diplôme, titre protégé, déontologie. C'est ça, profession libérale. C'est la définition. Donc il ne peut pas y avoir de profession libérale sans une déontologie. Sinon, ça ne s'appelle pas une profession libérale. Après, ça peut changer. Hein. C'est quoi une association 1901? Ben, en fait, c'est un contrat entre deux personnes avec une très grande liberté. C'est un droit fondamental, enfin considéré comme fondamental en France. Avant d'y toucher, vous vous accrochez. Hein. En fait, c'est open bar pour faire plein de choses, ce qui est une bonne chose, hein, pour faire la choucroute le week-end au PMU du coin, ça va très bien. Pour faire des causes nationales de défense pour les animaux, etc., c'est formidable. Pour faire il y a vraiment un intérêt majeur. Moi, je suis pour l'association 1901, j'en gère quelques-unes. Mais en fait, l'association 1901 se distingue d'une société commerciale par le caractère lucratif, en premier. Un salarié d'une association, en fait, le dentiste peut être salarié d'une association. Et d'ailleurs, dans un centre de santé, il ne peut être que salarié ou bénévole. Ce qui va retenir juste que c'est le droit du travail qui préempte un salarié. Et que surtout, il y a un lien de subordination. Un salarié, vous avez des assistantes, ou vous êtes salarié d'une entreprise publique, il y a un lien de subordination, on peut discuter les ordres, mais à la fin, on obéit. La relation de soins, historiquement, c'est obsolète hein, maintenant, c'est entre un praticien, le libéral est de trop, je suis désolé, et un patient, le colloque singulier, sous couverture d'une éthique médicale. Ça, c'est fini, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on est, par exemple, dans une structure libérale, où il peut y avoir patient, praticien, patient, structure d'exercice, praticien, en cas de association ou gérance avec la CELAL, en sachant qu'il y a encore la couverture déontologique. Ça peut être, dans le cadre d'un centre de santé, un salariat, mais il y a une relation contractuelle entre le patient et le centre de santé, droit civil, et le centre de santé, le code de déontologie ne s'applique pas au centre de santé. Par contre, le code de santé publique s'applique, avec toute une liste de choses qu'on a déjà citées. Attention, un salariat, c'est un lien de subordination. L'employeur donne des directives et des ordres, contrôle l'exécution du travail et sanctionne les manquements de l'employé. Une jurisprudence, vous pouvez tout ce que vous... Il y a des tonnes, c'est du travail, c'est assez logique. Hein. Mais un professionnel de santé a une obligation d'indépendance professionnelle. Et là, pour répondre à l'intervention de tout à l'heure, là, il y a un vrai problème de fond. Le dentiste ne peut pas aligner son indépendance professionnelle de quelque forme que ce soit. Ah oui, mais il est salarié, il est obligé d'obéir. Donc la définition d'un salarié, c'est d'aliéner son travail. C'est la définition. Donc, même chose avec la Sécu et les mutuelles. C'est un problème général. Un praticien libéral, il est aussi malheureusement biaisé dans sa relation avec le patient à cause de la Sécu et des mutuelles. Vous pouvez quitter la Sécu. Mais on est quand même limité dans nos choix. Alors, on va très vite circonscrire cette. Alors, on va très vite circonscrire l'indépendance professionnelle. Ça n'existe pas. On dépend toujours un peu des autres. Ne serait-ce, il faut l'électricité, il faut vivre des gens. C'est l'indépendance de décision. Hein, la décision. Enfin, moi, dans mon activité, je ne propose pas des traitements en fonction des remboursements. Voilà. Clairement, et ça tourne. Et puis les patients sont contents. Et le choix des CMU, j'ai 15% de CMU, pas de problème. Le choix des assistantes, aide opératoire, anesthésiste ne peut être imposé au dentiste. Dans un centre de santé, trouvez-moi un centre de santé où le dentiste peut imposer les aides qui sont autour de lui. Il n'y en a pas. Normal, c'est pas lui le patron. En cas d'exercice salarié, la rémunération ne peut pas être fondée sur une norme de productivité, de rendement qui serait susceptible, de porter atteinte à l'indépendance professionnelle. Donc il y a aussi une deuxième question dans la question, c'est est-ce que finalement le fait que beaucoup de dentistes salariés soient payés au pourcentage n'est pas un problème de fond? Pas tous. Pas tous. Il faut demander à un magistrat, il faudrait porter l'affaire en justice et voir si on gagne ou on perd. Les dispositions actuelles
les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession, susceptibles de priver les contractants de leur indépendance, les rendent passibles de sanctions disciplinaires. C'est écrit, on ne peut pas obéir à quelqu'un. Et il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. En fait, c'est l'étiquette. Cette notion d'indépendance professionnelle dans un exercice salarié, pour moi, c'est une fiction juridique. C'est une fiction juridique qui organise une irresponsabilité systémique, donc une irresponsabilité du système. C'est pourquoi j'en veux pour preuve qu'au civil, le dentiste salarié a une impunité civile. C'est-à-dire si un patient porte plainte contre un dentiste salarié, c'est l'employeur qui est responsable. Ce n'est pas le praticien. C'est quelle assurance de RCT Celle de l'employeur. Pourquoi? Parce que article 1242 du Code civil, on est responsable, non seulement donc on est responsable non seulement de ce que l'on fait, mais des faits causés par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses dont on a la garde. C'est-à-dire que comme on est l'employeur, on est responsable civilement des actions qu'en font nos employés dans le cadre de leur mission. Ah ben, alors, je crois qu'il n'y a pas d'obligation, mais la plupart sont assurés. Hein. Il n'y a que Dentexia qui n'était pas assuré. Tout. Alors là, en tant qu'expert judiciaire, je peux vous dire, il y a tout. Hein. Il y a AXA, il y a des assurances, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Le défaut d'assurance, c'est assez rare hein, maintenant. Mais à la base, jusque dans les années 80 de mémoire, c'était le dentiste qui était responsable civilement, ou le médecin. Ce transfert de responsabilité a été fait par la jurisprudence. Pour le faire rapidement, les juges en avaient marre d'avoir des bagarres avec des patients qui portaient plainte contre un médecin. Que le médecin il dit mais moi qu'est-ce que vous voulez je suis salarié, on me donne des ordres, j'obéis. Et puis si je suis dit non mais moi j'ai rien fait, à un moment ils ont tranché, ils ont dit on va simplifier les choses, c'est l'employeur le responsable, basta. Au niveau déontologique, c'est toujours pas acté. Ça pourrait l'être par la jurisprudence, puisque la loi dit l'inverse. Et je parle souvent de liberté d'obéir. Un salarié dentiste est libre d'obéir. Et pour moi, l'indépendance d'un salarié, c'est un oxymore. Et c'est une des clés du problème. D'ailleurs, quand on regarde le rapport de Madame Khattabi, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit tout le monde peut venir gestionner un centre de santé. Très bien. C'est problématique lorsque les objectifs fixés par le gestionnaire entrent en contradiction avec les impératifs de qualité et de sécurité des soins et les obligations déontologiques. Le gestionnaire n'est pas soumis aux obligations déontologiques. Très bien. Or, dans ces centres, les professionnels de santé sont tous salariés. Il peut être compliqué. Donc le dentiste a le devoir déontologique de s'y opposer. Opposez-vous à un employeur. Cependant, il peut être compliqué pour les professionnels de santé, en raison de cette position de salariat, de faire prévaloir leurs obligations déontologiques en raison d'un rapport de force avec le gestionnaire qui peut être défavorable. Dans la vraie vie, je ne vois quasiment jamais aucun salarié refuser les directives d'un employeur. Dans la vraie vie. Ça se passe très mal, c'est un conflit. C'est un conflit qui est donc ce qu'on appelle Et d'ailleurs, on met les salariés dans une position de conflit éthique qui est source de souffrance. La littérature scientifique est prolixe là-dessus. On leur dit deux injonctions paradoxales. Vous, si vous vous rappelez mes motivations au début, on leur dit touche mais goûte pas, goûte mais n'avale pas. Enfin, c'est... Il n'y a pas l'obligation de retrait dans le code du travail ou pas de sécurité? Comme tu es payé au pourcentage, si tu te retires, tu gagnes plus ta vie. Il faut être motivé. Hein. Ils sont payés en faisant leur chiffre d'affaires comme les libéraux. Hein, donc, voilà. Et d'ailleurs, lorsque les ARS sont alertés des manquements, les gestionnaires se défaussent sur les professionnels de santé. Ah, c'est pas moi. Le montage d'un centre de santé associatif que j'appellerais les néocentres. Donc dentiste salarié, contrat salarié, association. Cette association va passer des contrats avec des sociétés commerciales. Sociétés commerciales qui vont elles-mêmes passer des contrats, bénéficier de financement, passer des contrats avec l'industrie, la prothèse, etc. C'est assez classique, il n'y a pas de sujet particulier. Sauf que l'ordre, lui, va enregistrer les dentistes salariés, va contrôler uniquement l'aspect déontologique des contrats, va vérifier que les dentistes soient bien dentistes, etc. et va traiter les litiges et les plaintes. Voilà, puis c'est tout. L'ARS va intervenir plus haut, il va enregistrer la société, le 901, il ne fait pas de contrôle a priori,
c'est interdit. Il peut faire des contrôles a posteriori, mais uniquement sur le côté sanitaire, administratif, et il peut délivrer des sanctions financières. Par contre, les contrats entre l'association et la société commerciale ne sont pas vérifiés. Alors j'ai un doute en 2021, mais je n'ai pas vu de décret, donc j'ai un doute. Le souci, c'est que, voilà, c'est un peu petit. Il y a quand même 1200 élus ordinaux pour toute la profession. Il y a, d'après mes derniers chiffres, 4 dentistes conseils ARS. Alors j'en connais quelques-uns, ils sont motivés, hein, mais bon, ils sont 4. Hein. Ils ne sont pas nombreux. Il n'y a pas de contrôle des contrats du point de vue sanitaire dans cette partie-là. Il y a un problème, il y a l'anti-cadeau un peu là, mais globalement, il n'y a pas de contrôle sur toute la partie droite. Aujourd'hui, si on reprend le rapport Katabi, elle en parle. Elle dit on va augmenter les sanctions pour les centres de santé. Et qu'est-ce qu'elle dit? Les informations qui sont remontées à votre rapporteur au sujet de la mise en place des sanctions. 1. Elles n'ont pas été encore appliquées. On aurait fait extension, il n'y en a pas eu. En raison d'un embarras des directeurs d'ARS pour déterminer le montant de la sanction. Alors, il n'y a pas de sanction parce qu'en fait, ils ne savent pas. C'est ce que dit la députée. Hein. Moi, je la crois sur parole. Deuxièmement, après, les députés peuvent se tromper. Ce ne serait pas la première fois. Deuxièmement, les plafonds prévus ne sont pas dissuasifs pour les grands délinquants, qui sont les premiers visés. C'est-à-dire, dit autrement, les sanctions ne sont pas assez fortes. Les petits centres, entre guillemets, pourraient avoir peur. Les très gros, ça ne leur fait rien. Et elle propose que ce soit au pourcentage du chiffre d'affaires, etc. Alors on va comparer cabinet libéral, centre de santé. Cabinet libéral à gauche, centre de santé à droite. Qu'est-ce qui se passe quand un cabinet libéral est pris... Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une société commerciale prend le contrôle d'un cabinet libéral ou d'un centre de santé? On a un exemple, Dentexia. Dentexia avait pris le contrôle de cabinets libéraux. La sanction, ça a été la radiation du dentiste. Ciao, bye bye. On va voir en Suisse si j'y suis. Pour un centre de santé, c'est toujours en procès depuis 6 ans. Voilà. Donc la société commerciale, elle sait très bien qu'elle ne va pas aller vers les libéraux parce qu'ils ne peuvent pas prendre le contrôle en l'état actuel du droit. Alors la différence. Qu'est-ce qui est inscrit à notre professionnel? À titre individuel, on est inscrit les CELARL, toutes les sortes de CELARL, les CSP, qu'il n'y en a plus beaucoup, les holdings, pas les SCM. Les centres de santé ne sont pas inscrits à l'ordre professionnel, il n'y a pas d'indication. C'est discutable, à mon avis. Lucrativité. Un cabinet libéral, il peut être lucratif ou non lucratif si ça les éclate. Je n'en connais pas de non lucratif, mais ce n'est pas interdit. Centre de santé, il est obligatoirement un non lucratif. Le capital, qui détient le capital dans ces structures? Quand on a un titre en BNC, il n'y a pas de capital. Quand on est en CELARL, il y a un capital. Le capital, il n'est pas ouvert à tout vent. Il y a des règles. Accès restreint, inscription à l'ordre, 50,1% du capital doit être détenu par le dentiste exerçant. L'objet social, c'est que ce soit des dentistes. Il y a une limitation du nombre de participations dans les holdings. Et surtout, c'est interdiction d'une prise de contrôle par des sociétés commerciales. Ils ne peuvent pas détenir plus de 49,9% des parts. Et ils ne peuvent pas être gérants. Dans une association 901, il n'y a pas de capital. D'accord ? Par contre, il y a des capitaux dans les sociétés commerciales qui travaillent avec les associations. Et ces capitaux, il n'y a pas de restriction. C'est du droit général de la concurrence. Au niveau du formalisme, les libéraux, c'est plutôt l'ordre. Les centres de santé, c'est plutôt l'ARS. Alors attention, c'est pas si facile d'ouvrir un centre, il faut faire un projet de santé. Pour en avoir lu quelques-uns, c'est le côté administratif pur et dur, il y en a des lignes. C'est un cabinet libéral, vous ne faites pas de projet de santé. Hein. En droit, le cabinet libéral, il dépend du droit civil, du droit administratif, c'est l'ordre, le droit pénal, le droit de la concurrence. Et le centre de santé, il ne dépend pas du droit administratif qui est ordinal. Par contre, il dépend du droit prud'homal. Je parle au niveau dentiste. Hein. En libéral, vous avez les prud'hommes avec vos salariés aussi, mais là, je parle au-dessus de nous. Autre, pour rappel, ces sociétés marchandes qui investissent dans les centres de santé donc n'ont aucune restriction de capitaux.
droit européen, libre circulation des capitaux. Cabinet libéral. Au niveau de l'assurance maladie, on a une liberté de conventionnement. On peut choisir de ne pas se conventionner. Par contre, et d'ailleurs, on peut être sanctionné par la CPAM et être déconventionné si ça va trop loin. Un centre de santé, à la base, il est conventionné. D'ailleurs, il doit faire à titre principal des actes remboursables, donc il est forcément conventionné. Et bien, c'est l'article du Code de la sécurité sociale. Et par contre, il peut être aussi déconventionné en cas d'abus. C'est arrivé récemment. Le bénéficiaire de ces structures, dans un cabinet libéral, il faut que ce soit un dentiste. Le bénéficiaire final, c'est le dentiste, qui doit être diplômé, inscrit, et il y a un contrôle du casier judiciaire. Ça ne veut pas dire qu'on peut avoir un casier judiciaire exercé quand même, mais il y a un contrôle. À l'inscription, et puis les condamnations pénales sont adressées à l'ordre qui vérifie. Quand les tribunaux pénaux font leur job, on est bien d'accord. Mais voilà, sur le papier... Pardon ? Pas toujours. Après, ils sont sous l'eau aussi. Dans un centre de santé, n'importe qui. Le bénéficiaire, c'est n'importe qui. Ça peut être un dentiste radié, ça peut être un garagiste, un coiffeur, des commerçants, des mafieux. On s'en fout. Tout le monde peut. La rémunération des praticiens. Oh, désolé pour la faute d'orthographe. En libéral, elle est variable. Elle n'est pas fixe. Et en salariat, elle est fixe ou proportionnelle, avec une limitation qui veut un peu tout et rien dire. Et là, on pourrait, effectivement, il y aurait un sujet sur comment c'est rémunéré. Globalement, quand c'est un proportionnel fixe, ça passe. Si c'est un proportionnel avec des plateaux, ça passe pas en général. L'application des dispositifs anticorruption, ça s'appelle la loi anti-cadeau, le Sunshine Act. Les libéraux, ça s'applique durement. D'ailleurs, c'est même doublement appliqué parce qu'en plus de la loi Sunshine, c'est marqué « Il est interdit à un dentiste d'exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d'accroître ses revenus par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel ». Dans les centres de santé, ils sont aussi tenus par ce dispositif anticorruption. Par contre, pas la société commerciale qui gère le centre de santé. Et j'y reviendrai, hyper important. Aussi important que personne n'en parle. Rapport Katabi. Alors, un truc intéressant. D'après Katabi, pour elle, les contrats de salariés dont la rémunération est indexée au chiffre d'affaires du centre, pour elle, c'est illégal. C'est l'avis d'un député. Comparaison praticien libéral, praticien salarié, je ne parle plus du cabinet de la structure. Quand on est salarié et libéral, il y a quand même une différence de fond. Le libéral est libre de ses horaires, ça ne veut pas dire qu'il travaille moins. On est salarié, horaire imposé. Libéral, libre de ses horaires, dans la limite conventionnelle et du tact et mesure. Salarié, il n'a pas le choix des honoraires. Ce n'est pas lui qui décide combien coûte tel ou tel acte, c'est l'employeur. En libéral, on a la liberté de choix des collaborateurs, dentistes ou salariés. On peut très bien choisir de licencier une assistante ou de la recruter. Quand on est salarié d'un centre de santé, on nous impose les collaborateurs. Donc ça se passe des fois bien, puis des fois c'est pas rigolo. Les vacances, en libéral, on est libre de ses vacances. Et quand on est salarié, les vacances peuvent être imposées. Alors ceux qui croient que l'exercice salarié c'est le paradis, il faut nuancer quand même. Au niveau des gardes, sujet qui fait tilter ça. Pour un libéral, c'est obligatoire. Pour un salarié, c'est obligatoire. Mais, j'adore le mais, les centres de santé n'ont aucune obligation de participer aux gardes. Le texte dit clairement et littéralement, les centres de santé peuvent participer aux gardes. Et les mots ont un sens. Au niveau, le libéral, il peut se constituer une patientèle. Alors, j'aime pas dire un capital patient, parce que ça veut dire que les gens sont des marchandises, ce qui est intrinsèquement quelque chose qui mérite beaucoup. Mais on peut, en tout cas, se constituer un droit de présentation d'un fichier client. Un dentiste salarié, la patientèle est au centre, elle n'est pas à lui. Il y a des limitations au niveau d'exercice. Un libéral, il a une limitation d'exercice. Il ne peut pas avoir plus de 2 exercices. Article 272 du CSP. Et il y a des dérogations possibles ordinales. Mais il faut justifier.
Eh bien, un salarié, il a aussi des limitations, mais ce n'est pas les mêmes. Il a une limitation horaire. Il est salarié, il ne peut pas dépasser 35 ou 38 ou 39 heures, il y a des cadres conventionnels. C'est 48 heures. Voilà, mais il y a une limite. 48 ? D'accord. D'accord. Je ne l'ai pas mis parce que quand j'avais un doute, j'ai préféré pas le mettre. Parce que j'ai essayé d'être factuel. Par contre, il peut avoir 2, 3, 4, 5, 6 exercices salariés. C'est le nombre d'heures pour un salarié, et pour un libéral, c'est le nombre de lieux d'exercice. Et la liberté d'installation, définition Elle est, dans les deux cas, elle est totale hors droit général. Le centre, il peut s'installer où il veut, comme les libéraux. Ah, le salarié ? Alors, c'est le même concept. S'il y a une restriction de la liberté d'installation, elle doit être compensée au niveau financier. Y compris pour les libéraux. Quand un titulaire veut interdire à un libéral de s'installer à côté de chez lui, il a le droit, sauf si, dans la mesure où il y a une compensation financière. Dit autrement, si on interdit à quelqu'un de s'installer, un collaborateur libéral, si dans le contrat on interdit qu'il s'installe à côté, il faut le dédommager, parce qu'on le prive d'un droit, donc forcément ça se paye. Et concrètement, vous avez vu des exemples de dédommagement dans les centres de santé ? Non, parce qu'en général... alors non, parce que nous, à Lyon, c'est particulier, on est une grosse ville, les interdictions, ça n'a aucun sens, de toute façon, ils se marchent tous dessus. Donc, Non, mais bien aux salariés qui sortiraient du centre, qui demandaient des dédommagements. Pour avoir des dédommagements, ça interdit. d'expérience, dans les contrats que j'ai pu lire, j'ai pas vu d'interdiction, en fait. Non, parce qu'il faudrait qu'ils payent, en fait. Parce qu'il... Ouais. Mais il pourrait mettre contractuellement, mais je veux dire, il y a un tel turnover que dans l'usage, dans mon coin, ça se fait pas. Après, voilà. Mais là, je vous parle en droit, je vous parle en général, un petit peu les différences. De toute façon, en généralité, dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que si les gens sont de bonne intelligence, tout se passe bien. Hein, c'est toujours pareil. C'est quand il y a des litiges qu'on va gratter un peu les textes. En responsabilité, les libérales, il est responsable au civil, en déontologique et au pénal. Un salarié, il est responsable, il a une immunité civile, il est responsable déontologiquement et au pénal, mais, j'aime bien toujours le mais, que de ce qu'il fait. La question du bénéfice direct ou indirect est de jurisprudence très variable. C'est-à-dire que quand on bénéficie de quelque chose, dit autrement, quand on est complice, mais juste en recueillant les fruits de ce que font d'autres, ça dépend vraiment des magistrats et des cas. Des fois le dentiste est responsable, des fois il ne l'est pas. Rappel, le droit, ce n'est pas la morale, ce n'est pas l'éthique. Le droit, c'est le droit. Et le droit, ce n'est pas la justice. En termes de protection, la protection sociale d'un libéral est plutôt faible. On est des indépendants. Par contre, on a un syndicalisme que j'estime plutôt fort. La profession libérale est assez organisée, dans l'exemple type, elle est assez organisée au niveau syndical, ce qui est une excellente chose. Par contre, au niveau des salariés, alors, ils ont une protection sociale qui est très importante. Le droit du travail, ça peut être très méchant. Par contre, le syndicalisme des dentistes salariés, il est très faible. Et c'est-à-dire, c'est un gros problème. Parce qu'il y en a beaucoup qui se font avoir. Il faudrait un syndicat de salariés un peu fort, quand même. Une bonne CGT des dentistes salariés, vous allez voir. ça va remuer un peu les employeurs. Élection ordinale. Est-ce que vous savez que quand on est libéral, on a des restrictions pour être élu au Conseil de l'Ordre ? Un Conseil de l'Ordre ne peut pas avoir plus de 20% de ses élus qui sont de la même CELARL. Ou 30% des élus du même SCP. Pourquoi ? Simple pour éviter qu'il y ait un cabinet qui prenne le contrôle de l'ordre, en fait, tout simplement. Pour les centres de santé, il n'y a aucune limitation. Aujourd'hui, vous avez des chaînes de centres de santé qui obéissent à leur employeur, où en fait, ils pourraient tous être élus à l'ordre. Ça, j'en parle parce que personne n'en parle. Je suis désolé, là, il y a un risque démocratique majeur de prise de contrôle. Est-ce qu'il y en a à l'heure actuelle ? C'est qu'une question de rapport de force. En tout cas, en théorie non, parce qu'en théorie le dentiste, le centre n'a pas à intervenir. Dans les faits, ils sont salariés, voilà. J'alerte là-dessus. Il y a un risque, il y a une faille démocratique en ce qui me concerne. Il faut quand même être inscrit depuis au minimum 3 ans pour pouvoir se présenter aux élections ordinaires. Oui, mais 3 ans, c'est vite fait. Fort heureusement, la majorité des gens sont. Tu parlais tout à l'heure de la valse des salariés.
Je parle d'un risque théorique, mais réel. Si nos aïeux ont estimé nécessaire de dire que pour une CELARL, il ne fallait pas plus de 20% d'un conseil de l'ordre, là on parle de CELARL, à l'époque, c'était pas les CELARL qu'on a aujourd'hui, hein, c'était 5-6 personnes. Ils disaient que c'était dangereux. Aujourd'hui, vous avez des centres de santé qui ont 500, 600 salariés. Je parle d'un vue. En tant que citoyen, ça me choque. Ça ne me choque pas qu'il y ait des limitations, hein, au contraire. D'ailleurs, si on veut une pluralité, il faut qu'il y ait des limitations. Et en plus, c'est même pire, parce que si un centre de santé si une chaîne de centres de santé prend le contrôle de l'ordre, il aura le pouvoir sur ses concurrents que lui-même ne sera pas tenu de respecter. Attention. Hein. Membre d'une même celle, pourquoi tu mets un seul élu? Parce que 20% d'un conseil de l'ordre, c'est une personne. Oui, 20%. Ça fait 1. Il ne peut pas y avoir 2 élus de même CELARL dans un conseil de l'ordre, dans un conseil départemental. Voilà. Important, ça c'est de la politique. Modalité de résolution des conflits. Il y aura des conflits dans la société. Comment on fait pour séparer les gens pour pas qu'ils se tapent dessus? Il y a la justice civile. Et là, je vous parle en tant que patient. Un patient, devant la justice civile, selon qu'il a affaire à un cabinet libéral ou un centre de santé, ça ne va pas se passer de la même manière. Et ça, c'est un vrai problème. Au civil, les patients bénéficient d'une forte protection. Ils ont le droit de porter plainte et d'assigner un cabinet libéral, un dentiste, en justice. C'est un droit fondamental. Ils ont cette même protection avec le centre de santé. Ils ont le droit de porter plainte au civil contre un centre de santé. Mais il y a un totem d'immunité pour le salarié, qui lui n'est pas embêté. Au niveau disciplinaire, la protection des patients est très forte. Il y a la possibilité d'une conciliation, un accord amiable. Il y a la possibilité d'une plainte avec des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction d'exercice. On met des familles à la rue quand on interdit définitivement un praticien d'exercer. C'est lourd, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas indiqué le matériau du devis que c'est des sanctions comme ça. Mais c'est un pouvoir extrêmement lourd et c'est une grosse protection pour les patients. Et là, pour les centres de santé, il y a une protection très faible. Ça peut, à la limite, discuter, concilier. Il n'y a aucune sanction des centres de santé au niveau disciplinaire. Donc, ils ont moins de protection déontologique. Au niveau des ARS, les patients peuvent saisir les ARS. Sauf que c'est une réclamation. Les ARS peuvent essayer de trouver des solutions, mais en fait, elles ne peuvent pas imposer quoi que ce soit à un centre de santé. Je rappelle, c'est la même chose pour les libéraux, je vous rappelle que l'ARS n'est pas une juridiction. Ce qui veut dire qu'on aura peut-être 2 catégories de citoyens. Il y a ceux qui sont soignés par les praticiens libéraux, qui bénéficient d'un bouclier déontologique, et ceux qui sont soignés dans les centres de santé, qui ont un pansement déontologique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'éthique. La protection est quand même moins forte. Donc, est-ce qu'il n'y a pas 2 catégories de citoyens? Alors, pour être taquin, il y en a 4, parce qu'il y a les patients qui vont dans les services publics et les patients qui sont soignés par les dentistes militaires. Mais bon, c'est tellement petit que ce n'est pas le sujet.